On a franchi la barre des 1 000 € en 2010. 2 000 € le 21 mars 2024. Et on a franchi 4 000 le 19 janvier dernier. C'est quand même très impressionnant. Il y a des gens, dans ces intervalles que je vous donne, qui sont rentrés ou qui ont eu cette sensation de rentrer au plus mauvais moment. Manifestement, ils se sont refaits. Depuis le début de l'année, le cours de l'or joue aux montagnes russes avec une hausse incroyable suivie d'une forte chute. Dans un moment où le statut de valeur refuge de l'or semble totalement remis en question, nous recevons Nicolas Delourme, c'est le directeur de publication des éditions Jean de Portal, journaliste d'investigation indépendant, spécialiste de l'or. Voici sa pièce maîtresse. Nicolas Delourme est l'auteur du rapport d'investigation « Quelle est la véritable rentabilité de l'or ?» Un travail certifié par huissier de justice qui est mis à jour tous les ans. L'édition 2026 vient juste de sortir. Elle est à retrouver sur le site des éditions Jean de Portal. Nicolas Delourme, bonjour donc. Bonjour Benjamin. Bonjour. Question d'actualité, d'abord, le cours de l'or semble vouloir se stabiliser en ce début ou en ce mois d'avril, après une belle correction en mars et une hausse stratosphérique en janvier-février 2026. Quelle est pour vous l'analyse de ce parcours de l'or de début 2026 ? C'est vrai qu'il est un peu contre-intuitif ce parcours, on aurait pu s'attendre à autre chose. En même temps, on ne pouvait pas s'attendre aux événements qui sont en train de se produire, essentiellement au Moyen-Orient. Bon, déjà, le monde n'allait pas très bien, il va encore moins bien, donc le cours de l'or a réagi. Et puis, finalement, avec le recul, on se dit, mais il a réagi exactement comme il devait réagir. L'or, c'est une valeur refuge. On avait très fortement monté, pas ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, ceux qui ont eu besoin d'argent à ce moment-là, ils ont tapé là où il y avait de l'argent, dans leurs réserves d'or. Ça vaut d'ailleurs aussi bien pour les banques centrales que pour le particulier qui a besoin de liquidité, ou pour le spéculateur, ou pour le courtier. On va taper dans la réserve principale, celle qui a le plus performé quasiment ces dernières années, l'or. Alors je vais jouer sur les mots, mais finalement c'est pas l'or valeur refuge qui a fonctionné en ce début d'année, c'est l'or réserve de valeur. Oui, vous m'avez bien écouté. J'aime pas trop cette idée que l'or serait une valeur refuge, voire la valeur refuge par excellence. Pour moi, l'or, c'est la réserve de valeur par excellence. Je reprends, de tout temps, si on regarde et on écoute les citations des grands de ce monde, ils n'ont fait que répéter et redire cette chose-là. J.P. Morgan, il y a quand même quelques dizaines d'années, à la fin du 19e siècle, il dit « l'or c'est de l'argent, tout le reste c'est du crédit ». On connaît cette citation. Mais alors j'en ai trouvé une autre qui est beaucoup plus intéressante, plus proche de nous. « L'or ne change pas de nature, se met indifféremment en barres, lingots ou en pièces, n'a pas de nationalité, est ténu éternellement et universellement comme la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence ». Vous savez qui a dit ça ? Ah non. Le général de Gaulle. Eh oui, l'or, qui ne change pas de nature, qui peut se mettre indifféremment en lingots, en barres, en pièces, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement pour la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence. En 1965. C'est pas un type qu'on attend sur l'or, c'est pas un financier, c'est un militaire. Et pourtant, il a tout compris dans ce message-là. Il nous dit quoi ? L'or, c'est la réserve de valeur par excellence. Donc, oui. Tout de suite, cette histoire de valeur refuge, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que finalement, la valeur refuge, ça a été le dollar. Là, sur le conflit, ouais, c'était plutôt le dollar, voire le pétrole pour ceux qui veulent spéculer dessus. Bon, voilà, valeur refuge. Ah oui, il y a une guerre au Moyen-Orient. S'il y a une valeur refuge par excellence, là, c'est le pétrole. Mais c'est très contextuel. Oui, parce qu'on pouvait s'attendre. En tout cas, les spéculateurs, les nouveaux entrants sur l'or, se sont dit, on me répète à l'envi que c'est or valeur refuge, des bombes égale utilisation et montée de la valeur refuge. Oui, c'est ça. Mais en fait, des bombes, chute des marchés boursiers, j'ai besoin de me refaire, donc je vends, et c'est ce qui s'est passé. C'était une correction technique, la correction dont vous avez parlé,
après le 2 mars, après le début du conflit, cette forte chute. Et encore, il faut la relativiser, attention. Parce que quand on la regarde et qu'on zoome dessus, c'est panique. Mais en réalité, je regardais cette barre des 4 000 euros. Tiens, on va parler en euros. Si on est à 4 000 euros, ça veut dire que depuis le 1er janvier 2026, on est à plus 9%. Oui, ça nous donne en fait le cours du 10-15 janvier finalement. On a effacé la montée. Et surtout, on est plutôt au-dessus des 4 000. Oui, on est dans un canal horizontal. Bon, on passe des fois un petit peu en dessous des 4 000 euros. Il y a le taux de change, euro-dollar, qui joue beaucoup. Mais enfin, tant qu'on est au-dessus des 4 000, on est à plus 9%. Si on terminait l'année à plus 9%, on est peu ou prou dans la moyenne. Alors, revenons sur votre travail d'investigation, ce que vous appelez la rentabilité de l'or. Alors, nous ici sur la chaîne Au Coffre et dans les équipes du groupe Au Coffre, on ne parle jamais de rentabilité de l'or. Ce que vous appelez la rentabilité de l'or, c'est l'idée que on gagnerait de l'argent entre le moment où on a acheté et le moment où on vend. Ouais, on est d'accord. Je ne parle pas de rendement, je parle de rentabilité. Et je fais bien la différence entre les deux. L'or ne procure pas de revenus, ne génère pas de revenus. Ça n'empêche pas l'épargnant de s'enrichir. Alors certes, la plus-value est cristallisée au jour de la revente, c'est vrai. Mais on peut calculer du coup une rentabilité annuelle entre le jour où il a acheté et le jour où il revend. On peut annualiser tout ça. Alors, rappelez-nous votre méthodologie et vos conclusions, on va dire les plus récentes, puisque vous avez terminé le rapport de l'année 2025 qui est sorti début 2026. Alors, la méthodologie, elle est assez simple. Je me méfie beaucoup des chiffres sortis du chapeau qui arrangent bien pour dire, regardez sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, sur les 20 dernières années, la bourse a fait ça, l'or a fait ça, l'immobilier a fait ça, donc on fait le classement, et ce sera un classement définitif et absolu. Franchement, on s'arrange avec la vie. Je choisis la bonne période et je vous sors les chiffres que vous voulez voir. Donc, mon idée était de me mettre à la place de l'épargnant, et l'épargnant, il rentre quand il veut ou quand il peut payer son or, et il sort quand il veut ou quand il a besoin de revendre son or. Et donc, je regarde toutes les périodes d'investissement possibles, alors en dollars depuis 1971, en euros depuis la création de l'euro en 1999, donc 1er janvier 1999, toutes les périodes d'investissement possibles, qu'elles soient courtes, je prends des intervalles d'1 an, pour que ce soit plus simple, qu'elles soient courtes, moyennes ou très longues. Une fois que j'ai fait ce calcul de rentabilité annuelle, histoire de pouvoir comparer les périodes longues et les périodes courtes, une fois que je fais ce calcul, pour chacune des périodes, alors ça fait plusieurs centaines, même plus d'1 millier en dollars, depuis 1971, je vais calculer la rentabilité moyenne, de telle sorte que si on prend un épargnant sur l'or qui a acheté de l'or depuis 1999 et l'a revendu quelque part, entre 1999 et aujourd'hui, eh bien, en moyenne, il va nous dire que sa plus-value, que sa rentabilité annuelle est de 9,4%, 9,38% par an, en moyenne. Oui, ce qui n'est pas la plus-value, parce que vous êtes repris parce que ce n'est pas la plus-value, c'est la rentabilité. Oui, voilà. Non, c'est par an, donc c'est pour ça que je me suis repris, c'est bien la rentabilité annuelle. Pour le dire autrement, quel produit d'épargne faudrait-il que je trouve sur le marché pour obtenir le même résultat ? Soit un produit d'épargne de rendement, qui me verse des intérêts, ou des dividendes, ou tout ce que vous voulez, soit les deux, rendement, enfin des intérêts plus une plus-value à la fin. Bon, bref, qu'est-ce qu'il faut que je trouve en rentabilité annuelle pour faire aussi bien que l'or ? Là, en moyenne, on est à 9,38. Alors, il y a des écarts, forcément, selon les périodes, mais plus vous allez garder votre or à long terme, plus vous allez tendre vers ce 9%, 9-10%. Alors, ceux qui sont entrés dans l'or au moment où ça montait, il y a toujours des gens, et on le sait, c'est humain, on voit que ça monte, on veut monter dans le train, on ne veut pas le rater. Donc là, ceux qui seraient arrivés, on va dire, début janvier, au début de l'année, quand vous leur dites que, en moyenne, j'ai 9,38% de rentabilité, ils vont avoir peur. Je ne sais pas, au contraire, ceux qui sont entrés au début de l'année, alors ça dépend ce que vous appelez le début de l'année, au tout début de l'année, donc en janvier,
ils sont toujours dans le vert. D'ailleurs, je note que si on regarde les fixings de la LBMA, on n'a pas eu de fixing dans le rouge depuis le 1er janvier. Ça n'est pas arrivé. On était à 3 670 €, je parle en euros, 3 670 € le dernier fixing de l'année 2025, donc au 1er janvier. Le plus bas, c'est 3 709, on n'est jamais passé en dessous. Quand même, ça en dit long sur la force du métal jaune dans cette période où on a vu des gros titres, crack, chute, grosse correction, voire bear market aussi, j'ai vu. Bon, on a tout vu, mais on avait tout vu à l'inverse dans les semaines qui précédaient. Alors, je ne pense pas qu'ils aient eu peur, c'est plutôt celui qui a acheté au plus haut. Ah oui, il est entré au mauvais moment sur le marché, mais ça, personne n'a de boule de cristal. On pouvait le voir. Ce serait dommage de paniquer derrière. C'est ça qui est embêtant. Ce que vous venez de dire est très intéressant sur le fixing du LBMA, parce qu'en fait, vous êtes en train de dire que vous vous intéressez bien à l'or physique, et non pas à l'or papier ou à l'or ETF, qui est finalement le cours spot. C'est ça. Mon rapport s'appuie uniquement sur les données de la LBMA de Londres, parce que je veux être au plus près de l'or physique. C'est exactement ça. Source LBMA, je fais certifier tous ces chiffres et les calculs, pour pas qu'il y ait de doute, par un commissaire de justice, un huissier de justice. C'est pas nécessaire, mais sinon on ne me croit pas. Quand je dis, je suis désolé, quand je dis 9,38 par an, toute période d'investissement confondue, non, c'est pas possible. Si, l'huissier le dit. Donc, si l'huissier le dit, il n'engage pas sa signature sur des fadaises. Alors, vous expliquez à la fin du rapport qui vient donc de sortir de 2026 que, à la fin, un peu comme quand en foot on dit à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent, là c'est à la fin, ça finit toujours dans le vert. C'est pour les Allemands, je ne suis pas sûr. Là, oui, alors, c'est un constat. Attention, on ne fait qu'un constat, je ne fais que regarder dans le rétroviseur. Encore une fois, on ne lit pas dans le mar de café, etc. Mais sur des périodes assez longues et avec une population statistique, un nombre d'occurrences, d'observations importants. Et c'est pour ça que plus on observe de périodes, c'est-à-dire d'épargnants, quand bien même ils sont fictifs, plus on a de certitude, y compris pour l'avenir. Mais c'est un constat. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Que celui qui est entré au plus mauvais moment, il lui suffit d'attendre, ou il lui a suffi d'attendre pour se refaire. Je regardais, en venant ce matin, regardons 1er janvier 2017. Je prends 2017 parce que c'est la dernière année 2017 où le cours de l'or a baissé en euros, moins 45%. C'est une assez mauvaise année pour l'or parce qu'en plus, il y a plein d'investisseurs qui se mettent sur le Bitcoin et donc on est sur un moment très flat. Oui, voilà, c'est ça. Donc je prends quelqu'un qui commence à investir le 1er janvier 2017. Il s'est vite refait. Dès l'année suivante, fin 2018, il était revenu dans le vert. Mais au 1er avril 2026, celui-là, s'il a payé son or le 1er janvier 2017, la rentabilité moyenne annuelle, j'insiste bien, est de 15,3%. C'est intéressant, 15,3% pour quelqu'un qui aurait pu, peut-être pas paniquer, parce que la baisse, elle est relative, moins 45, quoique dans l'année, ça avait joué un peu les montagnes russes, moins qu'aujourd'hui, mais quand même, si vous étirez cette courbe que vous regardez avec le recul, donc depuis 2017, ça fait presque 10 ans, que vous regardez ça, les pics de volatilité, là, ou les creux de volatilité, vous ne les voyez plus. Et ce qui s'est passé en mars, dans quelques temps, on le verra, on ne percevra plus, ou pas, ou moins. Ouais. Quand vous parlez, alors je reviens sur votre histoire de rentabilité annuelle, on est bien d'accord que c'est une vision mathématique, puisque finalement, ou alors il faudrait que la personne ait acheté en 2017, vendu à la fin de 2017, il aurait fait une plus-value de 15 et quelques. Là, en fait, si on cumule, s'il garde son or de 2017 à 2026, c'est plus la même chose. Il a encore plus progressé. La plus-value sera encore plus importante. Alors non, j'insiste bien. Les 15,3%, c'est tous les ans,
entre 2017 et 2026. Donc tous les ans, c'est comme... Oui, je reprends un livret, c'est exactement ça. C'est comme si vous trouviez un livret qui, la première année, vous donne 15,3. Vous prenez ce livret, l'année suivante, vous prenez la somme et vous dites, tiens, je vais retrouver un livret, alors bon courage, hein, qui va me redonner 15,3. Et vous répétez ça pendant une dizaine d'années. Ben, c'est ça qui s'est produit. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, et ça va peut-être aider ceux qui ont acheté ou pensent avoir acheté au mauvais moment, c'est que celui qui a fait tapis début 2017, il se retrouve aujourd'hui avec une rentabilité annuelle, moyenne, annuelle de 15,3. Mais celui qui a acheté progressivement de l'or, je regardais 100 € par mois. Ce qu'on appelle le DCA. Le DCA, donc de l'épargne progressive. J'achète 100 € par mois. Alors j'ai mis 3% de frais d'entrée quand même, de commission, histoire de mettre quelque chose. Il achète 100 € par mois depuis le 1er janvier 2017. Aujourd'hui, il aurait un capital inférieur à celui qui avait fait tapis, certes, mais par contre, sa rentabilité serait de 18,8. Sa rentabilité serait supérieure parce qu'il profite mieux des creux pour rentrer sur le marché, de tous les creux que l'autre qui est arrivé au mauvais moment. Et donc sa rentabilité est supérieure à celui qui a fait tapis. C'est contre-intuitif, hein, mais ça va aider ceux qui pensent acheter au mauvais moment et ça aide aussi surtout ceux qui se disent « Oh ben je peux pas acheter d'or, c'est un truc de riche. J'ai pas les moyens. J'ai pas d'argent, moi j'ai pas de quoi acheter un lingot. » Oui, ben non, tu fais avec une petite somme très régulièrement et dans un contexte de volatilité comme on le connaît aujourd'hui, le résultat sera probablement meilleur que celui qui a fait tapis au mauvais moment, c'est-à-dire au moment du record, là, fin janvier. Alors là, vous venez de parler de quelqu'un qui est un peu éclairé parce que vous avez l'air de dire qu'il va investir dans les creux. Non. Il faudrait essayer de tenter avec le 5 du mois à 5h55. Pas du tout. Je dis pas ça. Je dis, il fait du DCA, donc il s'impose une règle chaque mois ou chaque semaine, plutôt que le paquet de cigarettes, j'achète un peu d'or. Maintenant, on peut acheter de l'or avec le montant qu'on veut et de manière régulière. Oui, avec la digitalisation de l'or, il n'y a pas de souci. Donc j'achète un peu d'or physique. Bon, je fais ça très régulièrement, toujours le même montant. Il n'y a pas à chercher les creux et les sommets, là. Les creux vont se faire tout seuls, et puis va arriver une échéance où vous allez remettre le prix du paquet de cigarettes. Ça donnera un très bon résultat, surtout en période de volatilité, et probablement un meilleur résultat que celui qui est entré au mauvais moment parce qu'il a regardé ce que titraient les journaux. Alors, je sais que vous adorez faire des requêtes pour faire tourner vos modèles autour des cours de l'or. Ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez un modèle où chaque 5 du mois, à l'heure du fixing, du deuxième fixing de la LBMA, celui de l'après-midi, vous dites que la personne a acheté 100 pour 100 € d'or et on voit ce que ça donne. C'est ce que c'est ce que j'ai fait depuis 2017. Alors, je pense que c'était au 1er du mois, pardon, c'était pas le 5 du mois. Je referai le 5 du mois. Le résultat sera à peu près équivalent. Allez, et c'est là qu'on voit 18,8% de rentabilité. Alors écoutez, en euros, si vous versez 100 €, achetez 100 € d'or depuis le 1er janvier 2017, au total, début avril 2026, vous aurez dépensé 11 200 € en cumulant vos 100 €. OK ? Et votre or vaudra 28 000 €, 27 908 exactement. Ça, vous pouvez faire le calcul du rendement, la rentabilité, pardon, ça fera 18,8. C'est la question que vous me posiez. Ben, vous voyez, j'aime bien faire tourner mes requêtes, mais enfin, c'est imparable. C'est pas un reproche, hein. Non, Alors, je ne prends pas comme ça. Ce qui est intéressant avec votre système de modèle mathématique ou informatique, appelons-le comme on veut, c'est que finalement, vous faites fi de ce qu'on met autour de l'or. C'est-à-dire l'histoire de la valeur refuge qui n'en a pas été une avec les bombardements américains. Avec votre système, finalement, ce n'est plus un sujet. Bah, c'est plus un sujet. Et surtout si vous faites du DCA. Enfin, il n'y a plus de moment où il faut chercher la valeur refuge. C'est une réserve de valeur. C'est la réserve de valeur. On peut reciter Morgan, ou le général de Gaulle, ou les président ou gouverneur des banques centrales, hein, qui ne cesse de le répéter, c'est la réserve de valeur. Et par conséquent, vous savez, on peut regarder le cours de l'or depuis que l'euro existe. Elle est intéressante cette courbe, mais vous allez sur n'importe quel site et vous allez pouvoir la tracer. Bon, on voit une courbe qui baisse.
amusez-vous à tracer la courbe inverse, c'est-à-dire quelle quantité d'or je peux acheter avec 1 000 euros, par exemple, entre la naissance de l'euro et aujourd'hui. Là, par contre, vous avez une lecture qui fait... franchement, à chaque fois que je trace cette courbe, je vérifie que j'ai tracé la bonne courbe parce que ça fait froid dans le dos. Vous avez un euro qui perd 95% de sa valeur. Si l'or est la réserve de valeur, la monnaie fiduciaire, des monnaies fiduciaires, comme dit le général de Gaulle, alors l'euro a perdu 95% de sa valeur. Depuis 99, depuis qu'il est né. Alors c'était justement ma question d'après. Oui, c'est impressionnant. C'est ma question d'après, c'est que finalement, l'or, selon vos calculs, est toujours plus fort que l'inflation. Donc il permet, c'est la preuve que c'est bien une réserve de valeur. Là c'est exactement ça. Enfin, de toute façon, à 9,38 en moyenne, heureusement, vous êtes a priori au-dessus de l'inflation et même d'une forte inflation. Sachant que l'or, là, pour le coup, ça marcherait en cas de forte inflation. On voit bien, on l'a vu ces dernières années, hein, forte inflation, progression des cours. Oui, on l'a notamment vu en dollars depuis septembre 2025, Bah oui. quand le responsable de la Fed décide de baisser les taux, un peu sous la pression, mais il baisse les taux. Oui. Donc le dollar faiblit et l'or remonte. C'est ça. C'est ça. Donc ça c'est un levier qui fonctionne encore très bien. Si on fait la synthèse, finalement, l'or est plutôt dirigé et est en lien avec les monnaies plutôt qu'avec les crises. Parce que dans ce monde où, depuis 2020, on en a une tous les 6 mois, finalement, ce n'est pas les crises qui dirigent l'or ou qui permettent à l'or de bouger. Bah, c'est surtout les monnaies, vous avez raison, qu'il faut regarder. Peut-être on devrait arrêter de regarder le cours de l'or et se pencher sur le cours des monnaies par rapport, alors entre elles, pourquoi pas, mais surtout par rapport à l'or. C'est ça qui parle bien. Quand on regarde l'épargne des Français, attention, hein, les Français sont surexposés à un actif qui est l'euro. 60% de l'épargne des Français, et encore, je parle d'épargne financière, hein, il n'y a pas l'immobilier, et encore là-dedans, il y a les titres non cotés, donc les parts de sociétés familiales, etc. Mais 60% est investi en euros, essentiellement en assurance vie fonds euros et livrets d'épargne. Souvent, dans certains, c'est 100%. En fait, quand on pose la question à des épargnants, vous avez quoi? Oh là là, je répartis, je fais attention. J'ai du livret A, j'ai du LDDS, j'ai du PEL, j'ai de l'assurance vie en euros. Ah oui, en fait, tu répartis, mais tu n'as que des euros. Et du compte courant. Hein. Et du compte courant. Et du compte courant, voilà, du compte non rémunéré. Donc, tu n'as que des euros. Et on t'a dit que c'était soi-disant en garantie de capital. Ouais. Sauf que l'euro, si on regarde par rapport à l'or, il a perdu 95% de sa valeur, ce qui est dingue, depuis qu'il est né. Alors, l'euro, le dollar, c'est pareil. Hein. Je ne vise pas l'euro particulièrement. Là, ce que font les Français, hein, notamment, c'est que, ils ont extrêmement confiance dans ce que leur dit l'État. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont l'impression que leur livret A, et ils ont raison, est très liquide. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'argent, ils le transfèrent sur leur compte courant. Et l'or, c'est pas liquide, l'or physique? Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on ne peut pas céder une pièce d'or quasiment instantanément? Et alors, avec la digitalisation, la question se pose même plus, c'est aussi rapide qu'un paiement avec une carte, hein, ou un retrait. Finalement, c'est une sorte de compte rémunéré, là, que vous me dites que si c'est un compte en or, il est quasiment rémunéré. C'est un compte en or. Je sais, est-ce qu'il est rémunéré? Non, il n'y a pas de rendement. Mais c'est un compte en or, c'est plus un compte en euros. Je décide de vivre en or puisque c'est la réserve de valeur absolue. Alors, on ne peut pas vivre 100% en or. Hein. Notre monnaie, c'est l'euro. On est payé en euros, on dépense en euros. Ça, non. Mais après, c'est une question de proportion. Ce qui est certain, c'est que si la proportion dans un patrimoine financier est de 0% d'or dans un patrimoine financier, et il y en a quand même beaucoup qui sont dans cette situation-là, là, attention. Quels sont les indicateurs pour vous qu'il faut regarder pour essayer de comprendre comment va évoluer l'or? C'est difficile, hein, encore une fois. Moi, j'écoute beaucoup les banquiers, paradoxalement. Parce que je trouve que c'est les mieux placés, parce qu'ils observent quand même beaucoup les marchés,
et en même temps les moins bien placés, parce qu'ils ne vendent pas d'or, pour nous dire ce qui va se passer. Et donc je regarde beaucoup les projections des banquiers. Alors, ils font des projections à moyen terme, en général à l'horizon d'une année, maximum à la fin de l'année suivante, donc 1 à 2 ans au plus loin, alors que d'autres experts regardent plutôt en termes de décennies. Je pense à une Gold We Trust, donc c'est un gros rapport annuel très abouti, etc., de 2 experts autrichiens. C'est une bible ce truc-là. Ils avaient projeté le cours de l'or à 8 900 $ à la fin de la décennie 2030. Ça, ils l'ont fait en janvier 2020. À l'époque, quand on a découvert ça, on dit « Ouh les gars, 8 900 dollars, faut y croire. » Oui, quoi. votre passion vous aveugle. Alors ça, c'était leur projection optimiste. Il y en avait une médiane qui était à 4800 et quelques. 4800 et quelques dollars. Vous vous rendez compte ? Et maintenant, on se dit, en tout cas pour les 4800, fait. Et pour les 8009, pourquoi pas ? Et donc, je pense qu'il faut écouter ça, regarder ce que disent les banquiers sur l'or. Alors quand je dis les banquiers, bien sûr, les analystes, pas les conseillers en agence qui ne connaissent absolument pas ce marché des métaux précieux. Zéro. C'est fini ça. On n'achète plus de pièces dans les banques, c'est impossible. Oui, donc on parle bien des analystes des banques patrimoniales, financières, enfin ceux qui sont spécialistes des métaux précieux, bien etc. sûr. Qui Donc, d'ailleurs ont eu... dans la presse économique. Qui ont eu à partir de septembre 2025, on va voir comment ils vont faire leurs prévisions ou revoir leurs prévisions, qui ont eu des prévisions plutôt importantes et qui ont augmenté leurs allocations quand ils géraient des fonds en or. Oui, c'est ça. Et puis même des projections de la part de banquiers audacieuses sur le marché de l'or. Et puis évidemment, il faut regarder ce que font les banques centrales. Tant que les banques centrales, qui cherchent, notamment celles qui cherchent à se dédollariser, remplacent des dollars par de l'or, on peut dire quand même que les banquiers centraux savent ce qu'ils font. Dernièrement, il y a des banques centrales qui ont vendu de l'or. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais ça, c'était technique. Encore une fois, problème de liquidité. Je cède un peu d'or. Les Chinois, ils continuent à acheter de l'or. La banque centrale, là-bas, elle continue à acheter de l'or. C'est un bon signal. Tant que les banquiers centraux achètent de l'or, on revient à la devise des devises. J'imprime de la monnaie. Qu'est-ce que je mets en contrepartie ? Je mets des barres d'or. Ouais, c'est cohérent. On a vu que les monarchies du Golfe, évidemment, comme le robinet à finances a été coupé dans le détroit d'Ormuz, se sont mises à vendre de l'or, oui. Alors qu'elles en avaient acheté assez récemment, puisque c'était 2018-2019 qu'elles ont commencé à acheter de l'or. C'est là qu'on voit que l'or, non pas une valeur refuge qu'il faudra acheter dans ce cas-là, mais bien une réserve de valeur qu'il faut vendre dans la situation où j'ai besoin de valeur. C'est exactement ça. Mon pétrole ne m'aura plus, où est-ce que j'ai de l'argent ? Oula, on avait acheté de l'or. Je cède un peu d'or. J'ai envie de conclure sur toujours ces gens qui sont rentrés... à contre-courant. On va dire en février, quoi. Et qui donc, eux, ont été attirés par la course au record. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui, alors qu'il y a eu une baisse jusqu'à 20% en quelques semaines ? Déjà, s'ils ont paniqué, c'est qu'ils étaient plutôt dans une optique de spéculation. Je fais un coup. Or l'or, surtout l'or physique, ça se regarde à long terme. C'est quand même très patrimonial. Moi, ce que je peux leur dire, c'est on a franchi la barre des 1 000 € en 2010. L'once d'or passe 1 000 € en 2010. 2 000 € en 2024. 2 000 € le 21 mars 2024. C'était il y a 2 ans. Et on a franchi 4 000 le 19 janvier dernier. C'est quand même très impressionnant. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a des gens, dans ces intervalles que je vous donne, qui sont rentrés ou qui ont eu cette sensation de rentrer au plus mauvais moment. Manifestement, ils se sont refaits. Donc il y a ça, et puis il y a la technique du DCA qui enlève toute cette problématique de peur, de joie, de paris, de spéculation, etc. On a le droit de spéculer, mais c'est pas le propos de leur physique, c'est pas fait pour.
Oui, ce que j'ai entendu dans vos propos, Bah justement, oui, c'est on est que sur du c'est long pas un terme, actif de spéculation. Mais non, au contraire, c'est une réserve de valeur, c'est une protection, j'ai envie de dire, familiale, hein, pour le coup, pour leur physique. C'est vraiment un pilier, quoi. Un peu. Moi, sincèrement, je le mets au même niveau que la résidence principale. Voilà, on sait que les Français sont très attachés à cette résidence principale, qu'ils cherchent à acquérir le plus tôt possible. Pour moi, c'est au même niveau. Est-ce que vous avez de l'or dans votre patrimoine? Donc, la réserve de valeur qu'il faut avoir au cas où. Est-ce que vous avez considéré, quand vous avez vu la hausse qui était effectivement poussée par des nouveaux entrants, par les ETF, la vraie nouvelle information, c'est que beaucoup de gens ont maintenant accès aux ETF or, Ouais. aux ETF gold, alors que c'était plus difficile avant. Maintenant, vous avez une application, Oui, c'est ça. vous allez acheter de l'or en ETF. Est-ce que vous vous êtes dit, le moment là où c'est parti, à partir de janvier, où c'est monté très haut, vous vous êtes dit, c'est une bulle et ça va redescendre et il y aura des déçus? Une bulle peut-être pas, parce que je ne sais pas si ça existe, la bulle sur l'or, pour tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, la bulle, pour moi, c'est un truc qui est conjoncturel, j'achète, puis ce truc-là n'existera plus dans quelques temps. Hein. La bulle Internet, bon, bah voilà, Internet existe encore, mais il y a plein de sites de l'époque qui avaient disparu. Par contre, que ça montait très fort et très vite, ça, je me suis dit, si ça corrige, ce sera plutôt sain. Mais ce sera plutôt sain pour revenir aussi sur le marché. Moi, en tant qu'épargnant, je commençais à trouver que je payais mon or un peu cher. Ça devenait compliqué le Ça- DCA là. non, mais voilà, le DCA. Alors, le DCA, lui, on s'en occupe pas, mais quand même, ça piquait un peu, quoi. Je disais, ah, ben, il y a peu de temps, j'avais 2 fois plus d'or pour le même montant. Quand j'ai vu la chute, j'ai dit, ah bah, là, moi, je vois exactement le miroir de ce que peut-être ceux qui sont entrés à contre-courant ont vu. Voilà une belle opportunité. Et là, ce canal que l'on vit aujourd'hui, je trouve que c'est quand même des bonnes opportunités, surtout pour mettre en place un DCA. Nicolas Delourme, merci beaucoup pour cette conclusion, merci beaucoup pour tous ces propos. Je ne peux que recommander d'aller télécharger le rapport d'investigation de Nicolas Delourme sur le site des éditions Jean de Qui est gratuit. Portal. Hein. C'est gratuit. Si vous aimez les chiffres, vous allez adorer. On vous en a montré pendant l'émission. Vous avez vu ça, il y a des points partout, mais quand on regarde dans le détail, c'est vraiment très intéressant. C'est rassurant pour les gens qui ont investi dans l'or peut-être quand c'était un peu haut, mais finalement ce que vous nous avez dit, c'est qu'il suffit d'attendre et les choses On fait le dos reviendront. rond, on fait le dos rond et on constate ça en tout cas, jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire. Voilà, alors on le rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances en devenir, mais en tout cas, vos chiffres sont bien présents. Merci beaucoup Nicolas. Merci.